Et maintenant, pour la prochaine session, j'appelle Nora Rodriguez, qui est déjà ici, Alista, mon boss, Anne Sagar, Kelly, et aussi Salat de Lopez. Cette session va être modérée pour Nora Rodriguez de Lopez. Vous avez la parole. Merci, Solo. Bienvenue à la ville de Panama. On vous donne la bienvenue à la 17e conférence technique au Panama. Nous avons des leçons importantes pour l'atténuation après la pandémie du COVID-19. Maintenant, il faut s'assurer que les systèmes d'immunisation nationale ne laissent personne de côté. Des partenaires, les gouvernements, ont deux défis. Un, récupérer la couverture de vaccination due à l'impact après la pandémie du COVID-19 pour les vaccinations des enfants. Deuxièmement, l'introduction des autres vaccins. Les gouvernements doivent assigner les ressources nécessaires pour faire face à ce défi. Nous avons une panel pour parler sur le programme d'immunisation sans laisser personne de côté. Dans cette session, nous avons les panélistes. Un instant, c'est la chef du programme d'immunisation à l'OMS à Genève, Olamide Folo-Russo, spécialiste en santé du programme de l'UNICEF, Karen Sarah, chef de gestion de vaccins, Kelly Hamlin, officier de programme senior d'immunisation de la Fondation Bill et Melinda Gates, et Daniel Salas, euh, exécutif du programme d'immunisation de l'OPS. Anne Listra, chef du programme d'immunisation de l'OPS en Genève. Merci, Nora. Merci. Merci pour me permettre d'avoir 10 minutes pour parler sur notre, nos activités. Nous utilisons l'agenda 2030 comme la base pour notre conférence TechNec. Je vous explique les cadres, un peu du présent et un peu sur l'avenir. AI 2030, c'est une stratégie globale pour l'immunisation mondiale. C'est avec dans une vision, un monde où toutes les personnes de tout âge bénéficient des vaccins avec un bien-être et avec santé. Il y a trois objectifs d'impact: la réduction de la mortalité et la morbidité pour les maladies qu'on peut prévenir, et aussi les, le nombre de la conférence, de ne pas laisser des personnes de côté. La couverture et l'utilisation des vaccins existants et des nouvelles vaccins. Et enfin, ça, quelque chose qui a changé dans les stratégies, l'emphase dans les systèmes pour assurer le bien-être en renforçant les systèmes d'immunisation et les services d'attention primaire. Cette nouvelle stratégie a commencé depuis des années. Ça a été développé avec des milliers de personnes, probablement des personnes qui sont ici, ont
eu une contribution, on fait une contribution pour le développement de cet agenda. Ça a commencé dans l'année 2019-2020 et ça a été appuyé pour les États membres dans l'année 2021. Une année après, on a reçu l'appui pour le suivi et l'évaluation et toutes les structures de gouvernance pour AI 2030. Une année après, on a eu un rapport de progrès et tout ça pendant la pandémie. Et dans l'assemblée de l'OMS, en avril 2023, la semaine de l'immunisation, on a lancé les rapports Big Catch-up pour répondre à l'impact de la pandémie. Quel est l'agenda d'immunisation 2030? Ça focalise sur 7 priorités stratégiques. Au centre, nous avons les services d'immunisation primaire et après, nous avons 6 priorités: la couverture, la demande, l'égalité, l'intégration dans les cours du monde, les situations d'urgence, la durabilité, innovation. Je pense que la chose la plus importante, ce sont les principes de base. Il part sur tout ce qu'il faut faire pour avancer en immunisation, mettre aux personnes au centre, collaborer avec les pays. Et où est-ce que nous sommes maintenant? Parmi ces 3 objectifs pour promouvoir les vaccins, nous avons 7 sous-objectifs très ambitieux. 50 millions de mortes dans l'avenir pour, avoir les contrôles, l'élimination, l'éradication des maladies qu'on peut éviter, stopper l'épidémie et réduire les situations des enfants, les 0 enfants, améliorer les indicateurs du système pour l'année 2030. Et il y a des semaines, on a eu une mise à jour et on n'est pas en chemin encore. Ce n'est pas surprenant parce que les années de la pandémie nous a mis en arrière. Pour prévenir les morts dans à venir, dans le futur, on a pu réduire ces couvertures. On aura peut-être plus de 8 000 morts à cause de la pandémie. On a pu avancer très lentement et beaucoup d'épidémies ont été trop amples. On a eu une discussion sur l'agenda et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On s'est mis d'accord. Ces 6 thèmes sont les plus importants. Renforcer, promouvoir l'égalité, avoir plus de contrôle sur, la rougeole, les investissements, l'accélération des nouveaux vaccins et avancer avec les vaccins des adolescents. Ce sont nos principales priorités pour l'agenda 2030. Et le développement avec les groupes techniques, on travaille pour l'amélioration de ce système et nous allons continuer à en parler pendant les prochains jours. Regardons qu'est-ce qui se passe maintenant. Maintenant, au mois de juin chaque année, on lance les données globales collectées de chaque pays du monde. Cette année, on a reçu les données de l'année 2022 et on a vu l'augmentation des DPT et les 0 doses se sont réduits de 18,1 millions avec 0 dose dans l'année 2021. Maintenant, c'était réduit à 14,3.
Nous ne sommes pas au niveau pré-pandémique, même si on a beaucoup à avancer et ce qui nous préoccupe, je vous montre ici, ce sont des thèmes clés de cette conférence concernant la rougeole. On n'est pas dans la même situation de récupération en comparaison avec le DT africain et l'Afrique est en arrière. Nous pouvons voir aussi dans les pays à revenus faibles, à droite, vous pouvez voir que ce pays, la ligne rouge, ils sont aussi en arrière. Les pays à revenus faibles n'ont pas la même récupération que les pays à revenus hauts. Même concernant la rougeole, la couverture est réduite. Et à gauche, la partie inférieure, vous allez voir aussi une augmentation de DPT-3, DPT-3. Et avec ça, les taux des enfants qui n'ont pas reçu le vaccin augmentent. Les enfants ne sont pas protégés. Et ici, vous pouvez voir aussi un changement dans la ligne. Et on voit ça dans les épidémies de la rougeole qui augmentent. Plus de 40 pays ont eu des épidémies de la rougeole dans les dernières 12 mois. La coqueluche augmente aussi. En Nigeria, plus de 11 000 cas de la coqueluche dans des pays tels que le Nigeria et la Nouvelle-Guinée. Il faut restaurer les taux de couverture comme ils étaient dans l'année 2019. Nous devons aussi renforcer les programmes d'immunisation et nous voulons faire ça en développant des capacités pour continuer à aider tous les enfants. Cependant, nous avons des bonnes nouvelles, par exemple, les BPH, c'est une des vaccins de l'Alliance Gavi. Et nous voyons ici que dans 26 pays, ils ont adopté une dose de HPV qui est plus facile d'adopter et moins cher. 135 pays ont introduit les vaccins HPV. Et il y a des pays qui sont en train de l'introduire. Bangladesh, Pakistan, Indonésie aussi ont décidé de les introduire. Bon, nous allons voir une augmentation de couverture pour les HPV dans tout le monde. On a vu une augmentation de couverture après d'avoir regardé les données de l'année 2022. Maintenant, nous allons parler d'une autre situation, d'une autre maladie, le paludisme qui tue plus de 400 000 enfants par année. On est en train de l'attaquer avec ce vaccin. Nous avons un programme pilote dans 3 pays, Ghana, Kenya et Malawi. La demande pour ce vaccin est fantastique. La perception du paludisme a changé avant et après l'introduction du programme pilote du paludisme. Même pendant la pandémie, la couverture a été soutenue et nous voyons plus de pays qui sont intéressés pour recevoir des fonds de Gavi pour l'introduction du vaccin du paludisme. Ce sont de bonnes nouvelles qui introduisent des politiques pour la vaccination contre le paludisme pour que ce ne soit plus un problème. Et je suis ravie, ça donne de bons résultats. Nous avons eu aussi une clinique il y a quelques mois
pour, voir les thèmes de la rubéole et ça peut diminuer les empreintes de carbone avec moins de résidus environnementaux. Et j'aimerais terminer en disant l'immunisation, c'est un instrument de santé publique. Nous avons ce vaccin et après le vaccin du COVID et des autres vaccins qui sont en train de se produire. Et j'aime voir comment les pays décident de le programme d'immunisation pour tous les âges, pour tout âge, pas seulement pour les enfants, mais dans chaque centre de santé, les adultes peuvent aussi adopter des programmes d'immunisation. Parce que nous devons nous mettre à jour avec tous les vaccins. Et finalement, les pays aura 50 ans d'anniversaire les prochaines années et j'espère que nous pourrons les célébrer. Et ce programme a été le symbole de la santé publique dans les dernières 50 années. Comme vous le voyez, beaucoup de vaccins que nous avions il y a 50 ans à gauche. Et grâce à cette capacité développée dans les programmes d'immunisation, on a pu atteindre le niveau de vaccination contre le COVID-19. Merci, Hans. Maintenant, Olomides Rousseau, je vous invite à passer au podium. Merci, Nora. Je vais présenter quelques commentaires, la perspective de l'UNICEF sur la chaîne d'approvisionnement et nous allons voir cette information dans les prochaines sessions, dans les prochains jours. Des historiques, UNICEF, nous avons le contexte de l'immunisation. Gary l'a bien présenté. C'est quelque chose, des fois, on les voit comme quelque chose isolé. Dans des contextes complexes, dans des pays qui ont beaucoup de défis, où il y a des populations qui n'ont pas reçu les vaccins, des enfants qui n'ont été pas vaccinés, nous voyons les besoins d'une approche multisectorielle. Et cette diapositive l'explique très bien. Les pays que vous voyez ici ont plus de défis, plus des enfants zéro dose. Mais aussi, il y a des défis comme changement climatique, la fragilité des gouvernements. Donc, c'est une image que nous ne montre pas juste un facteur, mais ce sont des défis auxquels il faut faire face. Ça fait partie de notre programme. Nous avons déjà expliqué ceci. Il est important de comprendre que nous ne pouvons pas travailler toutes seules. Il faut faire un une force multisectorielle. Ça nous a aidé à améliorer notre feuille de route pour l'immunisation et nous pouvons voir l'approche pour aborder les défis des composants de la chaîne d'approvisionnement. Il est important dans les prochains jours que nous parlions de la chaîne d'approvisionnement pour l'immunisation. Dans le contexte du programme d'immunisation, des systèmes de santé, pour assurer qu'on puisse surmonter ces défis. Dans les prochaines années, les changements que nous voyons comme UNICEF, dupliquer notre agenda zéro dose, avoir une approche basée sur l'évidence et les innovations
Les innovations sont critiques pour aider chaque enfant n'importe où cet enfant se trouve, en dépit de l'environnement complexe. Assurer aller au pays à faible et moyen revenu pour comprendre que ce pays continue à rester en arrière, en service de base. Et aussi les leçons apprises, spécialement de la COVID, nous préparer pour avoir des systèmes robustes, mais aussi pour répondre rapidement aux cas d'urgence, développant la résilience dans chaque programme que nous créons. Comme vous le savez, l'UNICEF veut aider chaque enfant, pas seulement avec une seule service, mais aussi renforçant tous les systèmes avec ces changements que nous sommes en train de faire. On point à notre faveur, et Gary l'a mentionné, c'est l'approche multisectorielle. Nous allons continuer à collaborer avec les collègues, les partenaires, tous ceux qui sont ici pour les services, pas seulement d'immunisation, mais aussi tous les systèmes de santé publique, pour renforcer ensemble tout ce secteur, ce système appuyé par l'UNICEF. Je mentionnais auparavant, les développements de la résilience est important. On peut le faire avec ces 3 points, la gouvernance et coordination appuyant les pays pour l'incorporation de partenaires de multiples secteurs et l'approvisionnement, les finances, ça c'est critique pour incorporer des systèmes d'achat qui soient innovants pour la bonne planification pour les besoins et aussi développer la préparation des systèmes. Ça va être critique aussi. Nous avons commencé à faire des changements avec les quelques activités. Je voudrais montrer quelques exemples. Et vous allez voir dans les prochaines sessions ce type d'exemple. Anne l'a mentionné aussi. Les programmes d'immunisation, nous ne donnerons pas les détails, mais nous allons continuer à travailler avec nos collaborateurs et nos partenaires. Et nous voyons que quand nous allons, ah, quand nous travaillons plus sur le terrain, appuyant les gouvernements sur le terrain, nous allons pouvoir aller à plus de personnes dans notre pays. Comme vous les voyez au niveau national, régional et tout district, les pays où nous appuyons, là, on a vu 30 entre 30 et 30 de manque des produits. C'est pour ça que nous avons l'appui de Gavi pour nous assurer que nous puissions éviter le manque de produits. Comme je vous ai mentionné, les plateformes d'immunisation ont montré aussi des équipes de haute technologie, remplaçant de cette façon des réfrigérateurs qui ne fonctionnent plus, mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Nous devons aussi faire le suivi des performances de la chaîne d'approvisionnement et voir ces réfrigérateurs qui ont été déjà déployés dans les pays et voyons aussi l'intégration des données de cet équipement de chaîne froid qui va faire partie de notre nouvelle stratégie. Chaque prise de décision va se faire basée sur des données, l'interopérabilité avec des programmes existants pour assurer que les programmes puissent répondre dans cette nouvelle stratégie. Pour pouvoir
travailler bien dans toute la chaîne d'approvisionnement. Il y a 3 points clés pour, les suivis et pour pouvoir fournir les produits. Nous allons voir la numérisation avec nos partenaires, les financements des moteurs, clés pour ce changement. Ça, c'est important et aussi l'investissement dans la chaîne froide. Pas juste pour les suivis, mais aussi pour prendre des actions basées sur ces données qu'on est en train de vérifier. L'inventaire des chaînes froides n'est pas à jour et il est important de faire les changements dans les prochaines 2 ans. Parce que dans la majorité des pays, il y a un haut pourcentage de chaînes froides qui sont déjà obsolètes et s'assurer d'avoir un inventaire des chaînes froides qui soit vraiment optimum. Nous allons travailler dans plusieurs partenaires dans cette salle. Dans les prochaines sessions, nous allons voir que la distribution est un grand défi pour la plupart des pays. Les investissements pour la distribution de produits va donner plus d'égalité dans les programmes d'immunisation. Et de cette façon, nous pourrons contribuer pas seulement avec la chaîne froide, mais aussi nous allons créer des travaux pour l'économie locale avec des institutions, des parties prenantes. Et il y a une session qui va donner plus de détails sur ce thème. On a vu des analyses avec des recommandations pour la réduction de notre empreinte de carbone. Et ça, c'est très important avec les changements dans notre opération et transport. Aussi, le thème des déchets est important. Et pour terminer, notre approche, l'attention primaire fait attention au travail avec les centres de santé, avec un agenda, avec l'appui de Gavi et les pays requièrent beaucoup d'appui pour les centres de santé. Nous recevons l'appui de Gavi pour la mise en place des installations de santé et en, et en général à l'UNICEF, faisant les changements nécessaires avec l'approche multisectorielle sera cri- essentielle pour le travail que nous voulons dans les prochaines années. J'espère pouvoir travailler avec tous ceux qui sont ici. Merci. Merci, Olamidi. Maintenant, j'invite Karam Sarah à passer au podium. Merci, Nora. Je sais que beaucoup parmi vous ont voyagé de très, très loin pour être ici au Panama. J'espère que vous allez profiter. On va parler d'immunisation. Définitivement, la chaîne d'approvisionnement est la base de n'importe quel programme, y compris les programmes d'immunisation. Et comme Gavi, nous focalisons pour assurer que la chaîne d'approvisionnement fournit les vaccins là où ils sont nécessaires. Nous focalisons aussi sur l'égalité et la durabilité, et pas seulement durabilité financière, mais aussi la durabilité des programmes. Et pour faire cela,
Nous, comme partenariat, nous avons développé la stratégie des chaînes d'approvisionnement 2021-2025. Nous sommes dans la troisième année d'implémentation. Qu'est-ce que cette stratégie? La partie la plus importante que je voudrais mentionner, c'est la disponibilité de vaccins dans la dernière étape. Les populations auxquelles nous allons, ils reçoivent les vaccins. Et les programmes d'immunisation doivent pouvoir offrir ces vaccins. C'est un défi dans la plupart des pays, mais surtout dans les pays où il y a plus de taux zéro dose. Et c'est quelque chose qu'on essaie d'aborder. Nous voulons le faire d'une façon holistique. Gavi commençait avec 4.0, mais c'est ce que nous voyons maintenant avec 5.0. La majorité des investissements étaient pour les infrastructures. Et il y a une raison, mais il laisse un aspect très important de côté. Et ça n'a donné les résultats et l'impact désiré. Donc, avec l'approche plus holistique qu'on prend avec la chaîne d'approvisionnement, y compris les investissements, les priorités, 6 zones, et chaque contribue à à l'égalité et l'efficience. D'abord, la visibilité des données. Quand nous parlons de la visibilité, l'usage des données, c'est tout ce qu'on fait avec les données. Pour atteindre ça, Gavi a un chemin très ambitieux avec les donneurs et les partenaires pour la numérisation de la chaîne d'approvisionnement. Et ce n'est pas juste avoir les systèmes dans les pays, mais l'intégration de ces systèmes de suivi de, de la chaîne froide, des inventaires de la chaîne froide. Et c'est un agenda ambitieux et nous allons l'implémenter 24 pays, priorité de Gavi, et ces pays ont été choisis parce ils font partie de 80% de volume de vaccins. Et ce sont les mêmes pays qui ont les taux plus hauts des enfants 0 dose. Nous voyons le chemin de numérisation dans ces 24 pays. Nous allons aussi, bien sûr, inclure les autres pays. C'est un aspect très important, la planification de notre travail dans la chaîne d'approvisionnement. Un autre aspect sur le système stratégique, et ce n'est pas seulement au niveau national, mais nous assurer aussi que la planification pour les groupes de travail logistique dans les pays plus grands arrive aussi aux groupes sous-nationaux. Et ça, on peut bien travailler avec les données que nous allons recevoir pour faire les exercices de prévention qui a été développé par l'UNICEF et l'OMS. Et comment nous allons être dans les prochaines 2, 3 années, y compris la prévention des vaccins, pas seulement pour la population, mais spécialement pour les enfants 0 dose et pour les populations déplacées ou pour ceux qui sont affectés par les conflits, parce que la plupart des temps, ils ne sont pas inclus dans nos préventions. Nous voyons la planification stratégique du point de vue d'égalité. L'optimisation et segmentation des systèmes, à nouveau, c'est un aspect important pour nous. L'optimisation et segmentation, ce n'est pas juste l'évaluation après une autre évaluation. Nous parlons plutôt de fournir des vaccins jusqu'au dernier point, disponibles pour tout le monde, partout. C'est un composant très important. Mais aussi, nous devons travailler avec le secteur privé dans cet espace. Nous pouvons fournir d'autres produits avec le secteur privé, mais les vaccins n'arrivent pas à ces communautés. Donc, il faut voir la conception de notre chaîne d'approvisionnement pour ne pas laisser personne de côté. À partir de cette perspective, nous voyons une optimisation et segmentation des systèmes, développement des capacités et professionnalisme. À nouveau,
et notre travailleurs et travailleuses de santé et de la chaîne d'approvisionnement ont la formation et les outils pour faire leur travail dans les derniers coins. Comme on a mentionné, les vaccins pour les PH et le paludisme et les autres vaccins qu'on est en train d'introduire et qu'on veut introduire dans les autres pays. L'infrastructure fondamentale continue à être un aspect important. On ferme la brèche 50% en infrastructure dans les dernières années. On a pu fournir plus de 70 réfrigérateurs sur le terrain. Mais qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est important, on fait des investissements en infrastructure et en vaccins. Les Ces réfrigérateurs sont très importants quand on parle de la structure de base. Ce n'est pas juste avoir la structure là mais il faut qu'il fonctionne bien. Il f Pour, sauver les vaccins. C'est comment nous allons jusqu'au dernier coin avec l'innovation, comment nous allons jusqu'à la fin. Innovation. Ce soit avec les protecteurs pour les vaccins, ils sont en train d'arriver et nous travaillons pour cette innovation, pour vacciner ces enfants qui n'ont pas reçu le vaccin. Harmonisation, intégration, intelligence, c'est autre aspect important. Non, comment intégrer les systèmes de santé, la marchandise dans la chaîne d'approvisionnement et vice-versa. Tout cela est important pour nous en termes d'investissement et financement des Gavi. Avec ça, nous pouvons atteindre nos objectifs d'impact, de durabilité, résilience. Pour notre objectif, fournir les vaccins pour tous les enfants, ça peu importe où ils se trouvent. Nous essayons de faire ça avec des investissements et l'approche CVN. Et comment est-ce qu'on va fournir ou travailler avec cette stratégie? Nous ne pouvons pas faire tout euh, partout. Il faut voir les priorités. Si on devait travailler avec toutes les stratégies de base, quels sont les principaux éléments pour aller jusqu'au dernier point? Et nous identifions des priorités pour aider les pays pour aller jusqu'à la fin. Vous allez écouter ça dans les prochains jours. La stratégie Gavi, en termes de chaîne d'approvisionnement, essaie d'avoir une égalité et efficacité de façon durable. Merci. Merci, Karam. Maintenant, j'invite au podium Kelly Hampi. Bonsoir tout le monde. Il est fantastique de voir tout le monde ici. J'espère pouvoir parler avec toutes les personnes, peut-être pas ce soir, mais durant la semaine, j'espère pouvoir le faire. C'est une grande opportunité pour nous, étant ici de façon présentielle pour partager et pour apprendre. Et pour moi, c'est l'objectif le plus important de cette semaine. Je suis très contente. Mon nom est Kelly Hamblin. Je suis l'officier du programme senior de la Fondation Bill et Melinda Gates et je vais vous parler un peu sur au niveau plus élevé du travail qu'on fait dans la Fondation pour appuyer les programmes d'immunisation. Nous appuyons dans plusieurs façons avec la recherche et aussi
pour la livraison des services. Je vais focaliser ma session concernant la livraison. Merci. Maintenant, je suis confortable. Merci. La fondation cherche la façon de renforcer l'immunisation, collectant la plupart des données pour pouvoir avancer. Pour nos investissements, on regarde notre objectif, éviter des morts, aller aux enfants zéro dose et l'éradication du polio. On le fait avec Gavi et l'agenda 2030. Nous pensons aussi que c'est le moment d'avoir une nouvelle approche pour aborder l'immunisation. Et ce sont des défis importants qu'il faut aborder pour assurer d'aller à chaque enfant, y compris une meilleure compréhension des raisons pour lesquelles nous n'avons pas aidé les enfants, la raison pour laquelle nous les faisons basée sur cette compréhension, y compris la façon comme nous allons fournir des vaccins dans des environnements compliqués pour comprendre les brèches et fermer ces brèches. Notre offre puisse satisfaire les demandes. Nous voulons excellence opérationnelle. Nous avons l'inventaire nécessaire et nous avons la chaîne froide n- nécessaire. La planification est précise. Microplanification, ce sont ce sont des questions qu'on doit répondre de façon rigoureuse. Quand on améliore ce processus, établissant une opération excellente, c'est là qu'on focalise sur les programmes d'immunisation pour identifier les brèches et pouvoir y répondre. C'est pour la planification des campagnes, pour la chaîne d'approvisionnement, pensant toujours aux personnes que nous voulons atteindre. Pour ce faire, les programmes d'immunisation focalisent sur 4 points. Les enfants zéro dose, accélérer le vaccin, améliorer la couverture de la vaccin contre la rougeole et renforcer l'immunisation dans les zones de haut risque. Pour aller aux communautés zéro dose, et je suis sûre que vous les connaissez, mais on les définit comme des zones où les enfants n'ont pas reçu des doses de vaccins. Reconnaître que ces enfants viennent souvent des familles où les femmes n'ont pas accès aux autres services. Ils deviennent des communautés très vulnérables où nous devons aller. Des fois, ce ne sont pas de difficiles accès physiquement, peut-être qu'il y a des autres barrières. Nous voyons souvent des enfants zéro dose qui vivent à 1 kilomètre de distance du centre de santé, la plupart. Par exemple, nous avons fait des recherches pour comprendre les détails spécifiques de ce barrière et ce défi. Par exemple, nous avons trouvé beaucoup de personnes qui étaient vaccinées étaient grâce à des campagnes d'information. On a fait des campagnes pour que les personnes comprennent, puissent comprendre et des changements dans les centres de santé ont motivé aux personnes. Des petits changements comme s'assurer qu'il y ait de l'électricité, qu'il y ait des gardes de sécurité, des toilettes. Il faut aller à ces enfants et il faut aller au-delà des processus de vaccination dans des circonstances régulières. Ce programme, nous devons le travailler de façon intégrante. Deuxième, accélérer
le vaccin de HPV pour éviter les cancers cervicales très communs parmi les femmes. Ce cancer cervical, on voit ces cas dans les pays à revenus faibles plus souvent. Ce vaccin commence à être introduit dans plusieurs pays avec les programmes de 1 ou 2 doses et nous parlions avant une dose plus rapide et plus facile d'appliquer pour que les personnes puissent avoir l'accès nécessaire. Nous sommes aussi très ravis pour voir les lancements récemment dans le pays, aussi, comme la Bangladesh, Nigeria, ça va être cette année, à la fin du mois d'octobre. Et là, nous allons pouvoir aider beaucoup de femmes avec ce vaccin. Nous avons vu aussi les lancements avec du succès dans la conférence internationale des cancers cervical pour que les femmes et les filles ne vivent pas avec la peur de ce cancer. Et nous avons eu beaucoup de cas de succès. Troisièmement, nous sommes engagés à éliminer l'épidémie de la rougeole, une maladie très contagieuse dans le monde, en collaboration avec les partenaires pour avoir des vaccins de qualité, toujours focalisant sur une bonne planification pour nous préparer pour les campagnes de vaccination. La Fondation a aussi appuyé dans ce sens. D'autres types d'innovations, par exemple, une technique avec un système pour la réduction de la chaîne d'approvisionnement, l'expérience pour les enfants et les soigneuses soit facile. Si, par exemple, si ça fait mal à un enfant, ça va faire du mal aux autres aussi. L'éradication du polio continue à être un objectif important. Nous appuyons les initiatives pour la réduction du polio et on a des campagnes comme la campagne de la rougeole où ça devient aussi, la poliomyélite devient un risque. Nous comprenons l'importance d'avoir une réponse faisant attention au genre, particulièrement avec les services porte à porte. La majorité, ce sont des femmes et nous les voyons avec comme une bonne approche parce que les femmes font plus confiance, ils ont plus de probabilités d'être acceptées dans les foyers. Donc, on priorise une approche sensible au genre. Nous voyons aussi l'importance de travailler avec les partenaires pour l'intégration du vaccin de la poliomyélite pour des services essentiels. Par exemple, en Somalie, où il y a beaucoup de districts qui n'ont pas de centres de santé il y a des décennies. Et là, nous travaillons avec la poliomyélite, la rougeole et zéro dose. Nous comprenons que toutes ces initiatives, on ne peut pas les travailler de façon isolée, on doit les travailler de façon intégrante. Bon, notre objectif dans la fondation est d'assurer que tout le monde puisse vivre une vie productive. Et dans les dernières années, les vaccins sont devenus très importants parce que nous opérons dans un environnement où les communautés ne font plus confiance aux centres de santé. Et nous cherchons des façons innovantes d'aborder cela. Pour améliorer les programmes d'immunisation avec des nouveaux partenaires et des nouveaux collaborateurs
pour travailler ensemble dans des réunions comme TechNec. C'est un endroit où nous pouvons échanger tant des idées. Je voudrais motiver tout le monde pour écouter vos partenaires, écouter les travaux de vos collègues, penser aux personnes auxquelles on sert quand on est en train de mener des conversations pour améliorer le futur de notre programme d'immunisation ensemble. Je vous souhaite une bonne semaine. Merci. Merci, Kelly. Maintenant, je voudrais inviter au podium Daniel Sarah. Bon après-midi. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je suis le conseillère régionale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, nous allons parler d'abord sur les défis et qu'est-ce qu'il faut pour ne pas laisser des personnes en arrière concernant l'immunisation. Et nous pouvons parler des défis que nous avons dans les Amériques. Et voici une liste intégrale. Par exemple, probablement les thèmes les plus importants est l'appui politique, parce que l'appui politique nous donne de durabilité financière, intégration, ça nous donne les ressources constamment pour nos programmes d'immunisation. Mais nous avons beaucoup de priorités, comme nos collègues ont mentionné, pas seulement dans le secteur de santé, mais en dehors du secteur de santé. Et ce programme de vaccins qui est lié à la résistance, des status quo et c'est ce qu'on a accepté depuis longtemps. Il y a une tendance pour nier ce que nous savons déjà. Il faut lutter contre la mauvaise information. Il faut aller avant les personnes anti-vaccins, avoir une participation avec les leaders, les ressources, utiliser les ressources de meilleure façon. Les travailleurs de santé ont trop de travail. Il y a plus de vaccins. Il y a d'autres thèmes au-delà de la partie administrative. Même il y a des demandes à haut niveau. J'ai besoin de plus d'informations, j'ai besoin de plus de guides, de variables, je dois apprendre plus. Donc, nous devons apprendre de la perspective des travailleurs de santé qui sont la ligne de base. Nous avons les systèmes d'information et plus souvent, ils ne sont pas à jour, ils ne fonctionnent pas et il y a un manque d'interopérabilité. Nous sommes dans une ère où les systèmes d'information devraient pouvoir trouver facilement les non vaccinés, mais on n'est pas là, pas encore. Beaucoup de vaccins ont été introduits dans une très court délai de temps. Nous le savons, il y a des vaccins intéressants qui sont en train d'arriver, mais il manque la priorisation des études effectivité ne se font pas dans la majorité des cas. Et en Amérique, par exemple, nous avons des pays à revenus moyens et nous n'avons pas l'appui pour l'introduction des vaccins. Pour les parties intéressées externes, nous avons des restrictions de budget. Il y a un besoin de formation de travailleurs de santé. Mais ce n'est pas juste important la formation pour la connaissance du vaccin. Mais nous devons pouvoir les autonomiser pour convaincre les personnes l'importance du vaccin. Parce que dans beaucoup de ce cas, il y a une mauvaise perception du vaccin et oui, il faut adapter les systèmes. Les visites au foyer pour aller aux personnes, voir les personnes. Dans la majorité des cas, les personnes ne sont pas à la maison entre 7 heures du matin et 5 heures du, du soir. Il faut savoir comment aller, quand. Il faut l'intégration des partenaires, la gouvernance, il faut convaincre nos partenaires politiques
Ce programme sert pour toute la société. Il faut des systèmes d'information, logistique et amélioration dans la qualité du vaccin. Il faut faire ça constamment. La communication opportune, effective, pour éviter la mauvaise information. Les BPD et les événements pour intégration et suivi, et nous devons former de façon constante les personnels et les autonomiser. En quoi on travaille dans la région des Amériques? Nous avons des objectifs spécifiques comme améliorer la gestion des avec de la formation et les ateliers. Nous avons 7 disponibles et nous pensons à d'autres dans l'avenir. Nous travaillons aussi pour le renforcement de processus de prise de décision. Nous allons avoir une autre réunion au mois de décembre pour renforcer les systèmes. Après l'implémentation du vaccin du COVID-19 qui a été très, très difficile, demandant, nous allons incorporer des enregistrements numériques, la chaîne froide. Nous ne sommes pas sûrs sur la recommandation, mais il faut assurer que le SARS-CoV est une maladie qui ça va rester avec nous. C'est pour ça qu'on continue à travailler sur ce thème. Je m'excuse, je n'ai pas parlé sur cette diapositive. Ça nous montre qu'on a été avec l'agenda des 20 ans en appui à la résolution des organismes gouvernementaux qui ont adopté pour l'année 2021. C'est un- c'est la santé universelle. Nous travaillons pour les plans d'immunisation en ligne avec l'agenda d'immunisation et la résolution. Cette année, on a travaillé dans la définition et la validation des objectifs, des indicateurs et des lignes d'action dans les 3 niveaux. Maintenant, on est au point où nous avons les plans d'action qui a été validé et presque prêt pour commencer l'implémentation et les suivis pour les prochaines années. Et bien sûr, on a aussi travaillé avec des activités clés pour mettre toute l'information à jour. Ici, vous voyez les campagnes de suivi où nous avons pu aller à plus de 36 millions des enfants avec des vaccins pour des maladies telles que la rougeole, l- la poliomyélite. Les pays en rouge, là, nous voyons l'implémentation. Là, où ce n'était pas possible de faire l'implémentation à cause du COVID. Et bien sûr, nous avons des activités clés où on met des efforts pour monter les vaccins. Cette année, on a eu 55 millions de personnes vaccinées avec 60 millions de doses appliquées. Vous voyez ici les détails sur l'écran et on est en train de planifier pour les prochaines années. Ça a été dans la semaine de vaccination en avril 2023. Nos prochaines étapes, implémentation et suivi de ce plan d'action régional de l'agenda d'immunisation. Nous travaillons fortement pour standardiser ces outils pour le suivi qui est lié au plan d'action que nous avons, qui va aborder les points faibles
mais ça se base aussi dans la conception d'un processus. Pour chaque thème, nous allons voir les statuts des pays et les progrès pour aller au niveau le plus haut d'implémentation. Nous travaillons aussi pour l'implémentation des stratégies modernes et des outils modernes pour aller à ceux qui ne sont pas vaccinés et augmenter la couverture. De cette façon, les pays peuvent implémenter des outils de localisation. Et il est important de mentionner qu'ici, dans les Amériques, même si le docteur Barbosa l'a mentionné, nous avons aussi 83% de couverture HBT. Et l'année dernière, on avait moins de 13%. Ça, ce n'est pas commun dans les Amériques. Il faut continuer à travailler pour aller 80 ou 90% et bien sûr, introduire des autres vaccins. Merci beaucoup. Merci Daniel. Merci à tous ceux qui ont les conférenciers pour les excellentes présentations avec des bonnes façons pour la gestion de nos programmes. Maintenant, je passe la parole à Solo pour la prochaine session. Merci beaucoup.